Bonjour Sami Chbari, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV pour nous apporter votre éclairage. Vous êtes conseiller politique, on va parler avec vous de la question ukrainienne et de ce plan de paix proposé par Washington qui a en partie fuité, on ne connaît pas tout, mais en tout cas jusqu'ici Washington n'a pas démenti ce qui avait été rapporté. Ce que prévoit ce plan de paix, en tout cas ce que l'on sait, c'est que les territoires qui sont actuellement sous contrôle russe resterait sous contrôle russe, serait même annexé à la Russie. Ça représente à peu près 20% du territoire ukrainien. Et le plan de paix prévoirait une réduction de moitié de l'armée ukrainienne. Alors ceux qui ont le plus réagi jusqu'ici, ce sont les Européens. Volodymyr Zelensky a également un petit peu réagi. Il n'a pas tout dit de ce qu'il pensait, mais il a déclaré qu'il souhaitait voir une paix digne et respectueuse de l'indépendance, de la souveraineté et de la dignité du peuple ukrainien. C'est tout ce qu'il dit pour l'instant. La Russie n'a pas réagi. En revanche, les Européens, eux, se sont élevés contre ce plan de paix. Qu'est-ce qu'il faut en penser selon vous ? Bonjour et merci pour l'invitation. Ce plan de paix donc, qui a été alors en partie révélé cette nuit, hein. On a eu connaissance de la quasi-totalité des 28 mesures qui constituent ce plan. Je pense qu'à ce stade, il faut le voir comme une base de négociation. Il est très peu probable, voire absolument impensable, que la partie ukrainienne et la partie russe l'acceptent en l'état. En revanche, Donald Trump essaye d'accélérer le calendrier en proposant sur ces 28 points une base de négociation. En effet, vous l'avez mentionné, il y a la question territoriale qui est centrale, et notamment pour la partie ukrainienne. En l'état, le plan prévoit en effet la cession de 5 oblasts, donc les régions qui se trouvent à l'est de l'Ukraine, qui passeraient définitivement sous souveraineté russe. Ce sont des régions russophones qui ont été évidemment le théâtre des conflits depuis le début de la guerre. Il y a aussi la question de la souveraineté ukrainienne qui serait garantie en échange donc, de cette cession. La réduction de l'armée ukrainienne. Alors hier, on avait des informations qui parlaient d'une réduction de moitié, à peu près de 800 000 à 400 000 soldats. Là, on fait état de 600 000 soldats qui seraient conservés dans l'armée ukrainienne. En tout cas, ce plan, avec toutes les mesures qu'il comporte, va consister à être une base de négociation qui, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, va aboutir à ce qui probablement constituera le traité de paix entre les deux pays. C'est une base de négociation, vous venez de le dire, certes, mais est-ce qu'il n'a pas été finalement déjà un petit peu négocié en secret, certainement, entre Washington et Moscou surtout ? Bien entendu, c'est un plan qui a été déjà élaboré depuis plusieurs mois, depuis la rencontre du mois d'août en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui a remis Vladimir Poutine pardon, au centre du jeu. Ce premier échafaudage de plan a été négocié. Les informations qui nous sont parvenues, c'est que dans le courant du mois d'octobre, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, a rencontré des membres de l'administration russe pour échafauder la première structure de ce plan qui, évidemment, en l'état, profite évidemment à la Russie et qui remplit un certain nombre de ses exigences. Le problème étant maintenant pour Volodymyr Zelensky d'identifier quelle est sa marge de manœuvre pour négocier ces mesures et aussi le faire accepter à sa population qui rentre dans son troisième hiver de guerre et avec une situation notamment au niveau énergétique qui est critique. Est-ce que les Ukrainiens en l'état sont capables d'accepter un plan de paix qui ressemble quand même plutôt pour l'instant à une capitulation? Oui, alors les Européens ont réagi plutôt fermement à ce projet qui a été donc élaboré par les États-Unis, fermement dans le sens où ils disent mais la paix en Ukraine ne peut pas se faire sans les Européens qui ne sont pas du tout associés pour l'instant aux discussions. Est-ce que les Européens ont un poids à faire valoir dans ce genre de discussion, ou alors est-ce que justement entre Washington, Moscou et Kiev, les Européens n'ont rien à voir dans tout ça ?
Alors, malheureusement, cette situation est, pour les Européens est celle-ci depuis de longs mois. Factuellement, en tout cas en théorie, ils seraient impliqués dans les négociations. Factuellement, évidemment, ils sont sortis de ce jeu-là. Ce conflit se déroule sur leur territoire depuis février 2022 maintenant, mais les derniers mois ont en effet prouvé, notamment depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, que les négociations était trilatérale entre les Russes, les Ukrainiens et les États-Unis, et puis surtout bilatérale, puisque les Ukrainiens, malheureusement, subissent des propositions atteintes russes, et notamment depuis le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine au mois d'août, qui a été donc orchestré en grande pompe en Alaska. Oui. Alors cela dit, on s'aperçoit que finalement, entre le discours à Washington et les documents qui sont élaborés, et particulièrement ce projet de plan de paix, ben, qu'il y a une vraie différence entre les deux. D'abord, à Washington, en tout cas, Donald Trump disait de Vladimir Poutine qu'il voulait s'asseoir à la table des discussions. Il le brossait en quelque sorte un peu dans le sens du poil. Et puis ensuite, ça a été au tour de Volodymyr Zelensky d'être reçu un peu en grande pompe. Et puis ensuite, Vladimir Poutine qui a été vilipendé par Donald Trump face à son côté rigide, selon ce que dit le chef de la Maison-Blanche. Maintenant, finalement, c'est les Ukrainiens qui sont défavorisés dans ce plan de paix. Mais qu'est-ce qui se passe au juste et comment est pensée cette géopolitique aux États-Unis? Alors pour l'instant, il est vrai que on a un petit peu du mal à voir clair sur la séquence longue depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je pense qu'à ce stade, Donald Trump essaye d'accélérer le calendrier, hein. Il essaye aussi d'obtenir à titre personnel une victoire diplomatique majeure. Il avait fait la promesse au moment de son retour à la Maison-Blanche de régler le conflit ukrainien de la même manière qu'il avait déclaré qu'il allait régler celui qui se déroule au Proche-Orient. Force est de constater que le cessez-le-feu qu'il a proposé aux parties israéliennes et palestiniennes est violé quasiment quotidiennement et montre les limites de sa médiation sur le conflit ukrainien. Je pense aussi que c'est l'occasion pour lui de reprendre la main. Il est déstabilisé et mis en difficulté sur la scène intérieure. Les États-Unis ont connu 43 jours de blocage administratif, le shutdown. L'élection de Zoran Mamdani à la mairie de New York est aussi un camouflet politique pour lui. S'il n'est pas responsable directement de cette élection, évidemment, elle a une teinte et une symbolique qui lui est profondément défavorable. Et enfin, bien sûr, il est empêtré dans le scandale Epstein qui donne son lot de révélations quasi quotidiennes aussi et qui le met en difficulté. Une partie de sa base montre une défiance qu'elle n'avait jamais exprimée à son égard. Et Donald Trump essaye donc de reprendre la main et ces tergiversations et cette proposition de plan intervient dans un contexte où il a besoin d'obtenir des victoires de prestige. Il est malheureusement en train aussi d'offrir sur un plateau à Vladimir Poutine les conditions d'une négociation très favorable, puisque l'armée russe est actuellement sur le front en position de force, et Volodymyr Zelensky, sur lui, sa scène intérieure, fait face à un scandale de corruption majeur. Son ministre de la Justice a démissionné il y a quelques jours. Son chef de cabinet serait impliqué également dans ce scandale de corruption autour de pots de vin et de rétrocommissions autour de l'économie énergétique. On est donc en train de connaître une phase d'accélération, mais si ce plan reste en effet une base de négociation, il a quand même des chances d'aboutir dans quelques semaines ou dans quelques mois à un traité de paix que notamment les Ukrainiens attendent depuis de longs mois. Oui, donc si je vous entends bien, c'est que en l'état actuel de la situation des uns et des autres, c'est plutôt Vladimir Poutine qui est en position de force. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il est allé rendre visite aux soldats russes qui sont sur le front? C'était hier.
Absolument. C'est une opération de communication, somme toute classique. Vladimir Poutine se pose ici en chef de guerre. Il a la main. Ses troupes sur le terrain continuent de progresser, même si c'est de manière modeste. Il sait que Volodymyr Zelensky est en difficulté. Volodymyr Zelensky était à Paris il y a quelques jours avec une promesse d'acquisition d'avions Rafale qui reste à ce stade hypothétique. Vladimir Poutine reste le maître des horloges à ce stade-là, et il est également très peu probable qu'il accepte le plan de paix proposé par Donald Trump en l'état. Il a encore matière et de la marge de manœuvre pour négocier et obtenir des garanties encore plus importantes, le retour de l'économie russe dans le jeu mondial, le dégel des avoirs russes, qui sont de l'ordre à peu près de 100 milliards de dollars, et la levée des sanctions européennes. Il y a eu depuis le début de la guerre 19 séries de sanctions européennes qui n'ont pas prouvé leur efficacité et qui n'ont pas permis de forcer la main à Vladimir Poutine pour retirer ses troupes. Il est maintenant en position de force pour obtenir la situation la plus favorable pour ses armées et pour sa population. Oui. Le point de départ de cette guerre, c'était d'envahir la totalité de l'Ukraine. Finalement, ce serait à peu près 20% du territoire qui passerait sous souveraineté russe, d'après en tout cas ce plan de paix. Pour Vladimir Poutine, ce sera un succès, ce sera un échec au regard de 3 ans de guerre? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre à ce stade. C'est la promesse qu'il avait faite, en tout cas au moment de son entrée en guerre. Dans les faits, je pense que Vladimir Poutine, si il conservait les 5 oblasts est-ukrainiens à majorité russophone aux sorties de ce conflit, ce serait une victoire pour lui. En revanche, en ce qui concerne l'image de la Russie à l'international, et ce pour les prochaines décennies, à moins d'un rapprochement encore plus étroit avec les États-Unis, qui est quand même en train de se matérialiser. Pour la question au niveau européen, les conséquences seraient quand même durables. En revanche, dans ce plan de 28 points, donc, qui a été en partie révélé, en tout cas plus amplement révélé cette nuit par le Financial Times, il est question aussi d'interdire formellement l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, et que aucune troupe de pays membres de l'OTAN ne soit autorisée à stationner en Ukraine après la signature du traité de paix, ce qui signerait là, en revanche, pour lui, une véritable victoire, puisqu'il a toujours présenté cette situation comme étant le casus belli, hein, sa décision d'envahir l'Ukraine au moment, à la fin de 2021 et début 2022, de rapprochement et d'entrée en négociation indirecte du régime ukrainien avec l'OTAN. Est-ce que c'est cette disposition du plan de paix ou du projet de plan de paix qui provoque la colère des Européens qui s'y opposent fermement en disant d'abord, nous, on veut s'asseoir à la table des négociations, et en plus, ce type de projet nous éloignait de l'Ukraine alors qu'on essaye de s'en rapprocher, c'est inacceptable. Je pense que l'Union européenne a compris qu'elle n'avait pas la main dans ces négociations, et qu'elle ne pourrait pas obtenir de la Russie la possibilité de maintenir des discussions avec l'Ukraine autour d'une intégration de l'OTAN. Je pense en revanche que l'Union européenne, si elle cédait sur ce point, aurait la possibilité de négocier en parallèle la protection notamment des États baltes, de la Pologne et des anciens pays de l'Union soviétique limitrophes avec la Russie, qui eux aussi sont menacés, en tout cas parfois dans les mots, et avec des manœuvres d'intimidation. Il y a eu en cette fin d'été et au mois de septembre les incursions des drones russes dans nombre de pays européens et jusque aux Pays-Bas, dans la partie occidentale de l'Europe. Donc je pense que l'Union européenne serait capable de céder sur ce point en échange de la garantie de la protection des États limitrophes et notamment des pays baltes qui sont en première ligne, hein, donc l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, que la Russie a toujours prétendu vouloir récupérer, en tout cas dans ce projet de grande Russie que Vladimir Poutine a toujours évoqué
depuis sa prise de pouvoir il y a maintenant 25 ans. Oui. Alors là, on va faire un petit peu de fiction, mais selon vous, dans quel délai un tel projet pourrait être négocié? Est-ce que tout le monde a intérêt à le négocier le plus rapidement possible? Vous l'avez dit, les Russes pour protéger les vies humaines, parce qu'il y a des soldats qui meurent chaque jour, pour protéger les vies humaines, et puis pour enclencher une victoire et aussi obtenir la levée des sanctions. Les Ukrainiens, parce qu'ils n'en peuvent plus, les Ukrainiens, ils sont vraiment à bout de souffle après 3 ans de guerre, et les Européens, parce que voilà, il faut éloigner les conflits de l'Europe. Soyons clairs, à part Donald Trump, personne n'a intérêt à signer ce traité de paix en l'état dans les plus brefs délais. Je pense que ce processus va durer plusieurs mois. Dans les faits, il a déjà commencé il y a de longs mois. Il y a des discussions autour d'un traité de paix, ou en tout cas d'un cessez-le-feu, depuis 2022, quelques semaines après le début des conflits. Il y a déjà eu des négociations entre les deux parties et à l'époque notamment aussi en intégrant l'Union européenne et la communauté internationale. En revanche, on assiste à une accélération avec cette proposition de Donald Trump qui peut déjà se prémunir de relatifs succès, notamment autour du cessez-le-feu à Gaza, même si je l'ai évoqué tout à l'heure, il a été violé à plusieurs reprises. En revanche, Vladimir Poutine conserve la main sur le chronomètre. Il a la possibilité, avec l'avancée très modeste mais réelle de ses troupes, de continuer à tirer le maximum de bénéfices de ce plan de paix. Et de son côté, Volodymyr Zelensky, il parlait cette nuit de paix digne pour signer ce plan. Il sait qu'il est en train de perdre la main. En revanche, il n'a pas la possibilité de signer en l'état un plan de paix qui reviendrait à une capitulation quasi totale de l'Ukraine. Il a aussi une exigence et une nécessité de faire accepter ce plan de paix à sa population. Et on ne connaît pas encore le processus qui permettra à la partie ukrainienne d'adopter ce plan dans sa version finale. En revanche, à date, il faudra compter plusieurs mois, inévitablement, avant une signature réelle de ce traité de paix. Ouais. Un dernier mot, et vraiment assez rapide si vous voulez bien, Sami Jbari, à propos du poids économique aussi. Est-ce qu'il y a l'économie mondiale qui pousse également pour obtenir un arrêt de ce conflit qui a coûté déjà très très cher à l'économie mondiale? C'est évidemment une donnée importante. Donald Trump, au début de l'année, peu de temps après sa prise de fonction, en tout cas au printemps, a réussi à décrocher l'accord sur les terres rares en Ukraine. Il a donc intérêt à ce qu'une nouvelle administration, ce qui fait d'ailleurs partie du plan de paix, qu'une nouvelle administration prenne la main en Ukraine pour évidemment reconstruire l'Ukraine. C'est un point important de cette première version du plan de paix. Je pense que les Européens aussi, malgré la relance de leur industrie d'armement avec ce conflit, ont évidemment intérêt que les combats s'arrêtent pour que, dans la lignée de la diplomatie trumpienne, l'économie prenne le pas et que de nouveaux accords commerciaux soient noués. Donc il est évidemment important de prendre cette dimension en compte. Merci beaucoup, Sami Jbari, d'avoir été l'invité Merci à vous de pour cette l'invitation. édition matinale. Je rappelle que vous êtes conseiller politique. Merci encore et excellente journée à vous.